En 1887, un anthropologue amateur du Massachusetts a découvert, dans les archives poussiéreuses d'un ancien hôpital psychiatrique de Philadelphie, une série de photographies qui ne devraient pas exister. Sur des plaques de verre fissurées apparaissait l'image d'un jeune homme noir, d'une taille si extraordinaire qu'elle défie toute logique médicale connue. Au dos de l'une d'elles, une inscription à l'encre délavée. Jabari, le colosse d'Afrique, dernier cliché avant sa disparition, 15 mars 1870. Aucun registre officiel ne mentionne son existence. Aucun journal de l'époque ne confirme son passage. Pourtant, ces images existent, et avec elles, une histoire que certains ont tout fait pour effacer de la mémoire collective américaine. Avant de poursuivre cette histoire qui pourrait bien vous glacer le sang, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Votre soutien permet de faire revivre ces récits oubliés. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre défie l'imagination. L'année 1869 marquait le début d'une ère nouvelle et troublante en Amérique. 4 années seulement s'étaient écoulées depuis la fin de la guerre de sécession, et le pays peinait à cicatriser ses blessures. Le 13e amendement avait aboli l'esclavage, mais la liberté promise aux Afro-Américains n'était souvent qu'une illusion cruelle. Dans les États du Sud, les lois Jim Crow commençaient à se tisser comme une toile d'araignée légale destinée à maintenir l'oppression sous de nouveaux visages. Dans le Nord, une autre forme d'exploitation prenait racine, plus insidieuse, masquée sous les apparences de la science et du divertissement. Philadelphie, avec ses larges avenues pavées et ses bâtiments de briques rouges, se présentait comme une ville de progrès et de lumière. Le Pennsylvania Hospital, fondé en 1751, était l'un des plus anciens établissements médicaux du pays. C'est dans cette ville que convergeaient médecins, chercheurs et entrepreneurs d'un genre particulier, tous animés par une curiosité qui franchissait souvent les limites de l'éthique. L'époque victorienne américaine était obsédée par ce qu'elle appelait pudiquement les curiosités de la nature, un euphémisme cruel pour désigner l'exhibition publique de personnes nées avec des différences physiques. Les Dime Museum, ces musées à 10 ans, proliféraient dans les grandes villes de la côte Est. Barnum avait ouvert la voie avec son American Museum à New York, transformant la différence humaine en spectacle lucratif. Partout, des entrepreneurs sans scrupules parcouraient le monde à la recherche de ce qu'ils appelaient des spécimens extraordinaires. Les personnes atteintes de nanisme, de gigantisme, d'albinisme ou de toute autre condition médicale rare étaient traquées, souvent arrachées à leur famille sous de fausses promesses de richesse et de célébrité. C'est dans ce contexte qu'apparaît pour la première fois le nom de Jabari dans les registres fragmentaires qui ont survécu. Les documents sont contradictoires, incomplets, souvent délibérément altérés. Mais en recoupant les témoignages épars, les lettres privées retrouvées dans des greniers, les annotations marginales dans des journaux médicaux de l'époque, une histoire commence à émerger. Une histoire qui fait froid dans le dos. Le premier document faisant référence à Jabari est une lettre datée du 23 juin 1868, retrouvée dans les papiers personnels d'un certain Edmund Charleston, marchand de Savannah en Géorgie. Charleston y décrit sa rencontre avec un contact dans le port de cette ville côtière. Ce contact, dont le nom n'est jamais mentionné, prétendait avoir des relations en Afrique de l'Ouest, plus précisément dans la région qui correspond aujourd'hui au Ghana et au Bénin. « J'ai vu de mes propres yeux », écrivait Charleston dans un style fiévreux, les photographies que cet homme m'a montrées. Un jeune noir, peut-être 17 ou 18 ans, dont la taille dépasse de loin celle de n'importe quel homme que j'ai pu croiser. Il se tient debout à côté d'une hutte traditionnelle dont le toit lui arrive à peine à la poitrine. Mon contact assure qu'il mesure au moins 2,40 m, possiblement davantage. Il m'a raconté que ce jeune homme nommé Jabari, selon les coutumes de son village, était un chasseur d'une habileté extraordinaire malgré sa taille imposante. La discrétion qu'exige sa condition lui aurait appris à se mouvoir sans bruit dans la forêt.
Imaginez, cher ami, ce qu'un tel spécimen pourrait rapporter dans nos établissements du Nord. Cette lettre glaciale révèle déjà la nature de l'entreprise qui se tramait. Jabari n'était pas considéré comme un être humain, mais comme une marchandise, un spécimen à exhiber. Charleston poursuivait en détaillant un plan pour faire venir le jeune homme aux États-Unis. Officiellement, il serait présenté comme un employé volontaire venant étudier les méthodes de chasse américaines. Officieusement, il serait vendu au plus offrant parmi les propriétaires de 10 muséums et les institutions médicales. Mais qui était réellement Jabari? Les rares témoignages qui subsistent suggèrent qu'il n'était pas né avec une taille normale, qui aurait ensuite explosé. Selon les descriptions, il aurait souffert de ce que les médecins d'aujourd'hui appellent le gigantisme acromégalique, une condition causée par une production excessive d'hormones de croissance, généralement due à une tumeur bénigne de l'hypophyse. Cette condition, mal comprise à l'époque, était considérée comme une curiosité quasi divine ou, dans le pire des cas, comme une malédiction. Un témoignage particulièrement troublant provient d'un missionnaire britannique qui avait traversé la région de la Côte de l'Or dans les années 1865 à 1867. Dans son journal, retrouvé dans les archives de la Société missionnaire de Londres, il mentionne un jeune homme d'une stature colossale, vivant dans un village non nommé. Le missionnaire écrit « Malgré sa taille effrayante, ce garçon démontre une douceur remarquable. Les enfants du village n'ont pas peur de lui. Il les porte sur ses épaules et leur raconte des histoires. Sa voix est étonnamment douce pour quelqu'un de sa carrure. Les anciens du village le considèrent comme béni par les esprits de la forêt, car aucun animal ne lui échappe lorsqu'il chasse. Sa taille, qui pourrait être un handicap, est devenue sa plus grande force. Ce portrait contraste violemment avec ce qui allait suivre. Comment ce jeune chasseur paisible, respecté dans sa communauté, a-t-il pu se retrouver à des milliers de kilomètres de chez lui, exhibé comme une bête de foire? Les circonstances exactes du départ de Jabari d'Afrique restent obscures. Les registres officiels des compagnies maritimes de l'époque ne mentionnent aucun passager de ce nom. Cependant, une série de lettres échangées entre Charleston et un associé de Boston, retrouvées dans les archives judiciaires du Massachusetts, lors d'un procès sans rapport en 1873, jettent une lumière sinistre sur l'affaire. Dans une lettre datée du 15 septembre 1868, Charleston écrit « Notre acquisition a été plus simple que prévu. Les intermédiaires locaux ont convaincu le jeune géant que des médecins américains pourraient guérir sa condition. Ils lui ont fait miroiter un traitement miracle qui stopperait sa croissance excessive et soulagerait ses douleurs articulaires, qui, d'après ce qu'on m'a rapporté, sont considérables. Il a accepté de son plein gré de traverser l'océan. Évidemment, aucun traitement de ce genre n'existe. Mais qu'importe, une fois sur notre sol, que pourra-t-il faire ? Cette révélation est glaçante. Jabari n'a pas été kidnappé au sens traditionnel du terme. Il a été manipulé, trompé par de fausses promesses médicales. Pour un jeune homme souffrant probablement de douleurs chroniques dues à sa condition, l'espoir d'un soulagement devait sembler irrésistible. On peut imaginer son départ, les adieux à sa famille, peut-être à une jeune femme qu'il aimait, aux enfants qu'il portait sur ses épaules. Tous pensaient sans doute qu'il reviendrait guéri, transformé par la médecine de l'homme blanc. Le voyage lui-même dut être un calvaire. Les navires de l'époque prenaient entre 4 et 6 semaines pour traverser l'Atlantique. Pour un homme de la taille de Jabari, les cabines exiguës devaient être une torture. Un court passage dans le journal personnel d'un marin qui travaillait sur les routes transatlantiques, découvert dans une vente aux enchères en 1923, pourrait faire référence à lui. Octobre 1868, nous transportons un passager extraordinaire, un nègre d'Afrique si grand qu'il doit se courber en deux pour passer dans les coursives. Les autres passagers le regardent avec un mélange de peur et de fascination. Il reste la plupart du temps dans sa cabine, et je l'ai entendu gémir de douleur la nuit. Le médecin de bord lui a donné du laudanum, mais cela ne semble guère l'aider.
Le navire aurait accosté à Savannah fin octobre 1868. À partir de là, les traces deviennent encore plus fragmentaires. Charleston aurait transporté Jabari vers le nord, probablement en train, en évitant soigneusement les grandes villes pour ne pas attirer l'attention prématurément. Le plan était de le présenter d'abord à des médecins de Philadelphie, d'obtenir leur certificat d'authenticité attestant de son caractère extraordinaire, puis de l'exhiber publiquement. Jabari serait arrivé à Philadelphie dans les premiers jours de novembre 1868. La ville était déjà plongée dans l'automne froid et humide, un climat radicalement différent de celui de son Afrique natale. Un témoignage troublant provient d'une servante irlandaise qui travaillait dans une pension de famille de Chestnut Street. Dans une lettre à sa sœur restée en Irlande, datée du 8 novembre, elle écrit « Marie chérie, j'ai vu aujourd'hui la chose la plus étrange et la plus triste de ma vie. Les propriétaires ont loué la grande chambre du 3e étage à un homme que je n'ai jamais vu, mais qui paie apparemment très bien. Cet après-midi, en montant changer les draps, j'ai entendu des voix dans cette chambre. Une voix américaine, dure et sèche, donnait des ordres. Et une autre voix, profonde et douce, avec un accent que je n'avais jamais entendu, répondait par monosyllabes. Quand je suis passé devant la porte entr'ouverte, j'ai aperçu quelque chose qui m'a fait lâcher mon panier de linge. Un homme noir, Mary, mais si grand que sa tête touchait presque le plafond. Il était debout, les bras le long du corps, tandis qu'un homme blanc à l'air cruel le mesurait avec un ruban de couturière. Le géant avait l'air si triste, si perdu. Nos regards se sont croisés un instant, et j'ai vu dans ses yeux une telle résignation que j'en ai eu le cœur brisé. L'homme blanc m'a vu et a claqué la porte violemment en criant de me mêler de mes affaires. Ce témoignage suggère que Jabari était déjà traité comme un objet d'étude plutôt que comme une personne. Charleston et ses associés le préparaient pour sa présentation au monde médical et au public américain. Mais Jabari comprenait-il vraiment ce qui se passait? Parlait-il anglais à ce stade? Avait-il réalisé qu'il avait été trompé? Le 15 novembre 1868, Jabari fut présenté pour la première fois à un groupe restreint de médecins au Pennsylvania Hospital. Un compte-rendu de cette séance, retrouvé dans les archives de l'hôpital dans les années 1960, décrit la scène avec une froideur clinique révoltante. Le sujet, un mâle négroïde d'environ 18 ans, présente une acromégalie sévère. Sa taille mesurée atteint 2,47 m, ce qui en fait le spécimen le plus grand que nous ayons eu l'occasion d'examiner. Ses mains et ses pieds sont d'une dimension extraordinaire. Son front est proéminent, sa mâchoire prognate. Il se déplace avec une lenteur qui suggère des douleurs articulaires importantes. Lorsqu'on lui demande, par l'intermédiaire d'un traducteur approximatif, s'il souffre, il hoche la tête affirmativement. Son dos présente une courbure anormale due probablement au poids excessif de sa structure osseuse. Nous recommandons une étude approfondie de ce cas remarquable. Aucun mot sur sa personne, sur ses sentiments, sur le fait qu'il avait quitté sa maison pour recevoir un traitement qui ne viendrait jamais. Jabari n'était plus un être humain aux yeux de ses médecins. Il était un cas, un spécimen, un sujet d'étude. Début décembre 1868, Charleston jugea que le moment était venu de monétiser son acquisition. Une annonce parut dans le Philadelphia Inquirer le 3 décembre. Extraordinaire, unique au monde. Venez voir de vos propres yeux Jabari, le colosse d'Afrique. Le plus grand homme vivant sur Terre, plus de 8 pieds de hauteur, authentifié par les médecins les plus éminents de Philadelphie. Exposition au Peel Museum, Market Street. Entrée, 25 cents. Séance toutes les heures de 10 h du matin à 8 h du soir. Le Peel Museum était l'un des nombreux établissements de Philadelphie qui exposaient des curiosités naturelles, un mélange de vrais spécimens scientifiques et d'êtres humains transformés en attractions. L'endroit sentait le formol, la poussière et la sueur des visiteurs entassés. Des vitrines contenaient des animaux empaillés, des squelettes,
des organes conservés dans des bocaux. Et au fond de la grande salle, sur une estrade spécialement construite, se tenait Jabari. Les témoignages de visiteurs, collectés à partir de journaux intimes et de lettres de l'époque, dressent un portrait déchirant de ces exhibitions. Une certaine Margaret Thornton, épouse d'un industriel, écrit dans son journal le 7 décembre 1868. « William m'a emmené voir le géant africain aujourd'hui. Je dois avouer que j'étais curieuse, bien que quelque chose en moi trouvât l'entreprise déplaisante. Lorsque nous sommes entrés dans la salle, une foule considérable était déjà assemblée. Et puis je l'ai vu. Jamais je n'oublierai ce moment. Il se tenait debout sur une estrade, vêtu d'une sorte de pagne qu'on lui avait imposée pour le faire paraître plus exotique. Sa taille était effectivement stupéfiante. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était son visage. Malgré ses traits élargis par sa condition, je pouvais y lire une intelligence claire et une dignité que toute cette mise en scène ne parvenait pas à détruire. Un homme, que je suppose être son propriétaire, aboyait des informations à son sujet, comme s'il décrivait un animal de foire. Remarquez la taille extraordinaire de ses mains. Observez comment ses os se sont développés de manière monstrueuse. Le géant restait immobile, le regard fixé sur un point lointain, comme s'il s'était détaché de son propre corps. À un moment, un homme de l'assistance a tendu une canne pour toucher le géant, et j'ai vu celui-ci tressaillir légèrement. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'horreur de la situation, et j'ai supplié William de partir. Il a ri de ma sensibilité. Mais nous sommes sortis. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, hanté par les yeux de cet homme. Si ce récit vous glace le sang autant que moi en le recherchant, laissez un pouce en l'air et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il est arrivé à Jabari. L'histoire que nous découvrons ensemble devient encore plus troublante à partir de maintenant. Les exhibitions se poursuivirent jour après jour. Jabari était forcé de rester debout pendant des heures, exposé aux regards, aux commentaires cruels, parfois aux jets d'objets. Les visiteurs payaient pour le voir, pour prendre des mesures, pour comparer leur propre taille à la sienne. Certains médecins revenaient plusieurs fois, prenant des notes, faisant des croquis de son anatomie. Mais quelque chose d'inattendu commença à se produire. Malgré tous les efforts de Charleston pour le présenter comme une simple curiosité, comme un être diminué mentalement par sa condition physique, certains visiteurs commencèrent à remarquer des détails troublants. Jabari comprenait visiblement ce qui se disait autour de lui. Ses yeux suivaient les conversations. Parfois, un léger sourire narquois apparaissait sur ses lèvres quand quelqu'un disait quelque chose de particulièrement stupide. Un professeur de langue de l'université de Pennsylvanie, un certain Richard Bentley, devint un visiteur régulier. Dans une lettre à un collègue en Angleterre, il écrit « Je suis retourné voir le géant africain 3 fois cette semaine. Il y a quelque chose en lui qui ne cadre pas avec la présentation qu'on en fait. J'ai tenté une expérience. J'ai commencé à lui parler en portugais, langue que j'avais supposée peut-être connue sur la côte africaine en raison du commerce. Aucune réaction. Puis, j'ai essayé quelques mots de français. Ses yeux ont eu un éclair de compréhension, très bref, mais indéniable. J'ai alors prononcé une phrase simple. « Vous comprenez ce que je dis ?» Il n'a pas répondu, mais son regard s'est posé sur moi avec une telle intensité que j'en ai eu le souffle coupé. Puis, il a détourné les yeux comme si de rien n'était. Je suis convaincu que cet homme comprend beaucoup plus qu'on ne le croit. Qu'il se tait par stratégie ou par résignation, je l'ignore. Mais il est loin d'être l'animal qu'on voudrait nous faire croire. Cette observation était cruciale. Jabari n'était pas un géant simple d'esprit. Il observait, apprenait, comprenait. Sa taille extraordinaire cachait une intelligence aiguë, et cela allait devenir un problème pour ses exploiteurs. Janvier 1869 marqua un tournant. Les exhibitions continuaient, mais des rumeurs étranges commencèrent à circuler parmi les employés du Peel Museum. Le gardien de nuit, un vieil immigrant allemand nommé Heinrich Schmidt, racontait à qui voulait l'entendre des histoires troublantes.
Dans les archives de la police de Philadelphie, on retrouve sa déposition datée du 28 janvier 1869, faite suite à un incident qui ne fut jamais vraiment expliqué. Je fais mes rondes comme d'habitude, toutes les heures. Le géant dort dans une pièce à l'arrière, enfermé à clé. Monsieur Charleston insiste pour qu'il soit enfermé. Dit que c'est pour sa sécurité, mais moi je pense qu'il a peur que le géant s'enfuit. Cette nuit-là, vers 2 heures du matin, j'entends des bruits étranges venant de la pièce du géant. Pas des gémissements de douleur comme d'habitude. Non, c'était différent, comme des mots, mais dans une langue que je ne connais pas. Je m'approche de la porte et je regarde par la fente. Le géant est debout au milieu de la pièce, malgré l'heure tardive. Il fait des gestes avec ses mains, comme s'il pratiquait quelque chose. Et il parle, doucement mais distinctement, dans cette langue inconnue. Puis soudain, il se tourne vers la porte, droit vers l'endroit où je regardais. Même dans la pénombre, je jure que ses yeux brillaient. Il me fixait. Il savait que je le regardais. J'ai eu si peur que j'ai reculé et je suis retourné à mon bureau. Le matin, j'ai raconté ça à Monsieur Charleston. Il m'a dit de me taire et de ne plus espionner le géant. Ce témoignage suggère que Jabari utilisait ses nuits pour quelque chose. Peut-être pour se remémorer sa langue natale, peut-être pour pratiquer des rituels de sa culture, peut-être simplement pour préserver son humanité dans ce qui devait lui sembler un cauchemar éveillé. Mais cela révélait aussi quelque chose d'inquiétant pour ses geôliers. Jabari était loin d'être brisé. En février, Charleston décida d'augmenter la rentabilité de son investissement. Il commença à louer Jabari à d'autres établissements pour des exhibitions temporaires. C'est ainsi que le jeune géant fut transporté à Baltimore, puis à Washington, exhibé dans des salles toujours plus sordides, devant des foules toujours plus nombreuses. À chaque nouvelle ville, la même routine. Monter sur l'estrade, rester immobile pendant des heures, supporter les regards, les commentaires, les humiliations. Mais les témoignages de cette période révèlent un changement progressif dans l'attitude de Jabari. Un journaliste de Baltimore, écrivant sous pseudonyme dans un petit journal abolitionniste, décrit une scène qui se déroula lors d'une exhibition le 15 février. L'homme qu'on nous présente comme le colosse d'Afrique ne correspond plus à l'image passive qu'on voudrait nous donner de lui. Aujourd'hui, quand un spectateur particulièrement odieux s'est approché trop près et a commencé à le mesurer avec une règle sans son consentement, le géant a simplement tourné son regard vers cet homme. Il n'a pas bougé, n'a pas parlé. Mais ce regard, j'ai vu l'homme pâlir et reculer précipitamment. Il y avait dans ses yeux quelque chose qui n'avait rien d'animal. C'était le regard d'un homme conscient de sa force, conscient de son oppression, et qui choisissait délibérément de ne pas l'exercer, pour le moment. Mars 1869 vit l'entrée en scène d'un personnage qui allait jouer un rôle crucial dans ce qui suivrait. Le docteur Silas Pemberton était un chirurgien et anatomiste réputé, professeur au Jefferson Medical College de Philadelphie. Spécialisé dans les anomalies squelettiques, il avait publié plusieurs articles dans des revues médicales sur les déformations osseuses. Lorsqu'il entendit parler de Jabari, son intérêt fut immédiatement piqué. Un échange de correspondance entre Pemberton et Charleston, retrouvé dans les papiers du médecin après sa mort en 1895, révèle la nature sinistre de l'intérêt du docteur. Dans une lettre datée du 3 mars, Pemberton écrit « Monsieur Charleston, j'ai eu l'occasion d'observer votre spécimen africain lors de son exhibition publique, et je dois dire que je suis fasciné par son cas. Je propose de mener une étude approfondie de sa condition. Cela impliquerait des examens réguliers, des mesures détaillées et possiblement certaines interventions chirurgicales mineures pour prélever des échantillons de tissus osseux. Je suis prêt à vous offrir une somme généreuse pour un accès exclusif à votre spécimen plusieurs heures par semaine. Cette étude pourrait grandement faire avancer la science médicale et, naturellement, augmenter considérablement la valeur de votre attraction. Un géant certifié et étudié par un médecin de ma réputation vaudrait le double au box-office. » Charleston accepta, évidemment. À partir de la mi-mars, Jabari fut soumis à une série d'examens médicaux dans le laboratoire privé de Pemberton, situé dans les sous-sols du Jefferson Medical College.
Les notes de Pemberton, rédigées dans un style clinique glacial, décrivent des procédures qui, selon nos standards modernes, constitueraient de la torture pure et simple. 15 mars 1869. Premier examen approfondi du sujet. J'ai procédé à des mesures exhaustives de chaque partie de son corps. Le sujet a montré des signes d'inconfort, mais est resté docile. J'ai prélevé un échantillon de tissu osseux de son avant-bras gauche en utilisant un trépan. Le sujet a émis un cri de douleur mais ne s'est pas débattu. Sa capacité à endurer la douleur est remarquable. L'échantillon révèle une densité osseuse exceptionnelle. Je propose de prélever d'autres échantillons de différentes parties de son squelette pour comparaison. Aucune anesthésie, aucun consentement réel. Jabari n'était pas un patient, c'était un cobaye, et ses examens devinrent de plus en plus invasifs au fil des semaines. Pemberton voulait comprendre non seulement la structure osseuse de Jabari, mais aussi les mécanismes de sa croissance excessive. Il entreprit une série de tests qui incluaient des injections de substances diverses pour observer les réactions physiologiques, des saignées pour analyser la composition sanguine, et même des tentatives de manipulation chirurgicale de certaines de ses articulations. Un détail particulièrement troublant apparaît dans les notes du 22 mars. Le sujet a prononcé ses premiers mots en ma présence aujourd'hui. Alors que je m'apprêtais à prélever un nouveau échantillon, il a dit distinctement, en anglais approximatif, « Pourquoi ?» J'ai été surpris. On m'avait assuré qu'il ne parlait pas notre langue. Je lui ai demandé comment il avait appris. Il n'a pas répondu, se contentant de me fixer avec cette intensité qui le caractérise. J'ai continué la procédure. Plus tard, alors que je notais mes observations, je l'ai entendu murmurer quelque chose dans sa langue natale. Les sons étaient mélodieux, presque comme une prière ou une incantation. Je me suis demandé s'il maudissait ou s'il priait. Peut-être les deux. Jabari apprenait l'anglais. Il écoutait, observait, comprenait. Et cela changeait tout. Le 1er avril 1869, un incident se produisit qui fut rapidement étouffé mais qui laissa des traces dans plusieurs témoignages indépendants. Lors d'une exhibition au Peel Museum, un groupe d'étudiants en médecine particulièrement ivres et turbulents commença à harceler Jabari de manière particulièrement vile. Ils lui lancèrent des objets, faisant des commentaires obscènes, l'un d'eux grimpa même sur l'estrade et tenta de lui donner un coup de canne dans les jambes. C'est à ce moment-là que Jabari bougea pour la première fois de manière défensive. Selon le témoignage d'un autre spectateur, un Quaker nommé Thomas Fairweather, le géant, qui jusqu'alors était resté parfaitement immobile malgré les provocations, a soudainement baissé son regard vers l'étudiant qui l'agressait. Il n'a pas levé la main. Il n'a pas crié. Il a simplement fait un pas en avant. Un seul pas. Mais ce pas a fait trembler toute l'estrade. L'étudiant a levé les yeux, réalisant soudain qu'il se trouvait face à un homme qui, s'il le voulait, pourrait le briser comme une brindille. La peur s'est peinte sur son visage. Il a reculé si précipitamment qu'il est tombé de l'estrade. Ses compagnons ont ri, mais d'un rire nerveux. Le géant est retourné à sa position initiale, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère de la salle. Les spectateurs avaient réalisé que leur curiosité était un homme puissant, qui choisissait de ne pas utiliser sa force. Et ce choix pouvait prendre fin à tout moment. Charleston, présent lors de l'incident, fut apparemment terrifié. Il ordonna immédiatement la fin de l'exhibition pour la journée et fit ramener Jabari dans sa pièce verrouillée. Selon le témoignage du gardien Schmidt, Charleston passa 1 heure entière à crier dans son bureau, parlant de contrôle et de sécurité. Le lendemain, une lourde chaîne fut installée dans la pièce de Jabari, bien qu'aucune preuve ne suggère qu'elle fût jamais utilisée. C'était une intimidation psychologique. Mais Jabari avait franchi un seuil. Il avait montré qu'il n'était pas complètement soumis. Et cela terrifiait ses geôliers autant que cela le libérait intérieurement. Au milieu de cette horreur, quelques voix s'élevèrent. Le professeur Bentley, celui qui avait remarqué l'intelligence de Jabari, commença à écrire des lettres aux journaux, dénonçant les conditions dans lesquelles le jeune homme était gardé.
Un article paru dans le Philadelphia Public Ledger le 10 avril, signé sous le pseudonyme « Un ami de l'humanité », déclarait « Il est honteux que dans notre ville, qui se targue de ses valeurs humanistes et chrétiennes, un homme soit exhibé comme une bête de foire. Que sa peau soit noire et sa taille extraordinaire ne le rend pas moins humain. J'ai observé cet homme qu'on appelle Jabari, et j'ai vu en lui une dignité que beaucoup d'entre nous, spectateurs payants, n'avons pas. J'ai vu une intelligence dans ses yeux qui n'a rien à envier à celle de nos plus grands penseurs. Combien de temps encore tolérerons-nous cette forme d'esclavage déguisée en science et en divertissement ? » L'article causa un certain remous, mais pas suffisamment pour changer quoi que ce soit. Charleston répondit par sa propre lettre, affirmant que Jabari était parfaitement bien traité et que l'exhibition était une opportunité éducative pour le public. Il produisit même un document signé, prétendument par Jabari lui-même, attestant qu'il était satisfait de son arrangement. Évidemment, personne ne pouvait vérifier si Jabari avait vraiment signé ce document ou même s'il comprenait ce qu'il signait. Mais ces voix de compassion eurent au moins un effet. Elles atteignirent Jabari. Le professeur Bentley, lors d'une de ses visites, réussit à glisser quelques mots en français à Jabari. « Vous n'êtes pas seul. Certains d'entre nous voient votre humanité. » Jabari ne répondit pas verbalement, mais ses yeux s'emplirent de larmes, les premières que quiconque lui avait vu verser. Ce moment, relaté par Bentley dans une lettre privée, révèle toute la solitude et le désespoir que le jeune géant devait ressentir. Mai et juin 1869 marquèrent une période particulièrement sombre. Le docteur Pemberton intensifia ses expériences. Il était obsédé par l'idée de comprendre le mécanisme exact de la croissance de Jabari, et cette obsession franchit toutes les limites de l'éthique médicale. Ses notes de cette période, découvertes et partiellement détruites par ses héritiers scandalisés, révèlent une descente progressive dans la folie scientifique. 3 juin 1869. J'ai aujourd'hui tenté une intervention plus audacieuse. Sachant que la croissance excessive est probablement liée à la glande pituitaire, j'ai entrepris de prélever un échantillon de tissu cérébral. L'opération a nécessité un trou de trépanation à la base du crâne. Le sujet a été maintenu par 4 assistants. Ses cris étaient difficiles à supporter, je l'admets. Mais la science exige des sacrifices. L'échantillon que j'ai obtenu était malheureusement insuffisant pour une analyse concluante. Je devrais peut-être tenter une seconde intervention. Ce passage glaçant révèle l'horreur vécue par Jabari. Une opération du cerveau sans anesthésie appropriée, maintenue de force par 4 hommes. La douleur devait être insoutenable. Et Pemberton envisageait déjà de recommencer. Mais quelque chose se brisa en Jabari après cette intervention. Les témoignages de juin et juillet parlent d'un changement radical dans son attitude. Il ne regardait plus les spectateurs. Il ne réagissait plus aux provocations. Il semblait s'être retiré dans un lieu intérieur inaccessible. Certains visiteurs le trouvèrent moins intéressant maintenant qu'il était devenu complètement apathique. Les recettes des exhibitions commencèrent à baisser. Charleston paniqua. Son investissement perdait de la valeur. Il augmenta la fréquence des exhibitions, força Jabari à des horaires encore plus longs, essaya de nouvelles attractions comme le faire porter des poids ou se battre contre des animaux empaillés pour démontrer sa force, mais rien n'y faisait. Jabari était devenu une coquille vide, ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Un détail étrange commence à apparaître dans les documents de juillet 1869. Plusieurs personnes qui avaient été impliquées de près ou de loin dans le cas de Jabari commencèrent à disparaître ou à mourir dans des circonstances inhabituelles. Le premier fut un des assistants de Pemberton, un certain Jacob Mills, retrouvé noyé dans la rivière Schuylkill le 12 juillet. La police conclut à un accident, bien que Mills fût décrit comme un excellent nageur. Le 15 juillet, un des investisseurs de Charleston, un homme d'affaires nommé Augustus Price, mourut subitement dans son sommeil. Son médecin attribua la mort à une crise cardiaque.
Mais sa femme raconta plus tard qu'il avait reçu une lettre étrange la veille, qu'il avait brûlée immédiatement après l'avoir lue et qu'il avait passé la soirée dans un état d'agitation extrême. Le 20 juillet, le gardien Schmidt démissionna brusquement et quitta Philadelphie sans donner d'adresse. Dans une lettre à sa famille en Allemagne, écrite peu après, il mentionne « Je ne peux plus rester dans cette ville. J'ai vu des choses que je ne devrais pas avoir vues. Le géant, il n'est pas ce qu'il croit. Je prie pour mon âme et la sienne. » Ces incidents, pris isolément, pouvaient sembler n'avoir aucun lien. Mais ensemble, ils suggèrent quelque chose de plus sinistre. Quelqu'un ou quelque chose semblait éliminer méthodiquement les personnes trop proches du secret de Jabari. Mais quel secret? Et qui était responsable? La nuit du 28 juillet 1869 reste l'un des événements les plus mystérieux de toute cette affaire. Ce qui s'est réellement passé cette nuit-là n'a jamais été complètement élucidé, malgré une enquête de police qui dura plusieurs semaines. Ce que nous savons provient de témoignages fragmentaires et souvent contradictoires. Le nouveau gardien de nuit, embauché après le départ de Schmidt, s'appelait Patrick O'Connor. C'était un immigré irlandais, ancien soldat de l'Union, réputé pour son courage et sa fiabilité. Sa déposition à la police, faite dans un état de choc évident le matin du 29 juillet, décrit une nuit de cauchemar. Je fais ma ronde de 10 heures. Tout est normal. Le géant est dans sa pièce, je vérifie par la fente. Il est allongé sur son lit, qui est en fait plusieurs matelas posés au sol, car aucun lit normal ne peut supporter son poids. Je continue ma ronde. À 11 heures, je refais le tour. Là, quelque chose est différent. La porte de la pièce du géant est entr'ouverte. Juste un peu, mais je suis sûr qu'elle était fermée à clé avant. Je m'approche prudemment, ma main sur le pistolet que M. Charleston m'a donné au cas où. Je pousse la porte. La pièce est vide. Le géant n'est plus là. Je commence à chercher partout dans le bâtiment, pensant qu'il s'est peut-être promené. C'est alors que j'entends des voix venant du laboratoire de Pemberton au sous-sol. Je descends les escaliers. La porte du laboratoire est grande ouverte, alors qu'elle devrait être verrouillée. J'entre et, Seigneur Jésus, ce que j'ai vu. À ce point de sa déposition, O'Connor s'effondre en larmes et ne peut continuer pendant plusieurs minutes. Lorsqu'il reprend, sa voix tremble. Le docteur Pemberton est là. Il a l'air terrorisé. Il est acculé contre un mur et devant lui se tient le géant. Mais ce n'est pas le géant apathique que j'ai l'habitude de voir. Celui-là est vivant. Ses yeux brillent d'une intelligence et d'une colère terribles. Il parle au docteur, en anglais. Un anglais parfait. Il dit des choses sur tout ce que Pemberton lui a fait. Il décrit chaque torture, chaque humiliation, chaque prélèvement. Et puis il dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je me suis laissé faire. J'ai choisi de ne pas résister, mais maintenant, je choisis différemment. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé ensuite. J'ai eu peur et je suis remonté en courant. J'ai entendu un cri, un seul cri du docteur. Puis, le silence. J'ai attendu au rez-de-chaussée, tremblant comme une feuille. Au bout d'une heure, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Le géant est remonté. Il m'a vu. Nos regards se sont croisés. J'étais sûr qu'il allait me tuer. Mais il s'est contenté de me regarder pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, il a dit, « Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Si on te demande, dis que j'étais dans ma pièce toute la nuit. » Et il est retourné dans sa pièce et a refermé la porte. Le matin du 29 juillet, quand Charleston arriva au musée, O'Connor lui raconta tout. Ensemble, ils descendirent au laboratoire. Pemberton y était, allongé sur le sol, vivant, mais dans un état catatonique. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le vide. Il tremblait de manière incontrôlable. Il ne répondait à aucune question. Les médecins appelés diagnostiquèrent un choc nerveux sévère, mais ne purent expliquer ce qui l'avait causé. Pemberton fut interné dans un asile psychiatrique privé où il resta jusqu'à sa mort 6 ans plus tard, sans jamais prononcer un mot cohérent. La police interrogea Jabari, ou du moins elle essaya. Selon le rapport de police,
Le sujet dénommé Jabari, lorsque questionné sur les événements de la nuit, s'est contenté de fixer les interrogateurs sans répondre, comme s'il ne comprenait pas la langue anglaise. Aucune marque de violence n'a été trouvée sur sa personne ou sur la victime. En l'absence de preuves matérielles et étant donné l'état mental fragile de la victime, l'affaire est classée comme incident médical sans suite pénale. Mais qu'était-il réellement arrivé à Pemberton? Jabari l'avait-il frappé? L'avait-il terrorisé au point de lui faire perdre la raison? Ou s'était-il passé quelque chose d'autre, quelque chose que personne ne pouvait comprendre ou expliquer? Après l'incident Pemberton, Charleston devint paranoïaque. Il fit installer des barreaux aux fenêtres de la pièce de Jabari, doubla le nombre de cadenas sur la porte et embaucha un second gardien pour surveiller le premier. Les exhibitions furent temporairement suspendues pendant que Charleston réévaluait la situation. Mais cette période de réclusion forçée fut peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver à Jabari, car c'est durant ces semaines d'août qu'il reçut une visite inattendue. Le professeur Bentley avait continué à suivre le cas de Jabari malgré les obstacles. Quand il apprit l'incident avec Pemberton, il sut que le temps pressait. Il prit contact avec un réseau abolitionniste qui, bien que l'esclavage fût officiellement aboli, continuait d'aider les Afro-Américains en danger. À travers ce réseau, un plan audacieux fut élaboré. Une lettre cryptée, interceptée plus tard par hasard dans les archives d'un ancien membre de ce réseau, décrit le plan. Le lion en cage doit être libéré avant que ses geôliers ne décident qu'il est devenu trop dangereux. Nous avons un contact qui peut fournir des papiers. Une fois libre, il sera transporté vers le nord, au Canada. Là-bas, aucune loi ne peut le forcer à retourner. La date est fixée. La nuit du 15 septembre. Mais comment faire sortir un homme de 2,47 m d'un bâtiment surveillé? Comment le cacher, le transporter sans être vu? Les détails exacts du plan ne furent jamais complètement révélés pour protéger les personnes impliquées. Ce que nous savons, c'est que Bentley réussit à obtenir une autorisation de visite médicale, prétextant vouloir examiner l'état mental de Jabari après l'incident Pemberton. Lors de cette visite, le 8 septembre, Bentley eut une conversation cruciale avec Jabari, conduite en français pour éviter d'être comprise des gardiens. Un fragment de cette conversation fut plus tard reconstitué par Bentley dans une lettre à sa femme. Je lui ai dit, « Jabari, nous pouvons vous aider à partir. Mais le voyage sera dangereux et vous ne pourrez jamais revenir en Amérique. Voulez-vous prendre ce risque ?» Il m'a regardé longuement, puis il a dit, « Professeur, chaque jour ici est un risque pour mon humanité. Je préfère mourir libre que vivre comme un animal de foire. » Puis il a ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. « De toute façon, Monsieur Charleston a d'autres plans pour moi. J'ai entendu sa conversation hier. Si les exhibitions ne redeviennent pas rentables, il veut vendre mon corps à des chercheurs. Vivants ou morts, peu importe pour lui. Alors oui, je prendrai n'importe quel risque pour partir. » Le plan fut communiqué. Le 15 septembre au soir, tout était en place. La nuit du 15 septembre 1869 fut particulièrement orageuse. Un violent orage s'abattit sur Philadelphie, avec des pluies torrentielles et des éclairs qui illuminaient le ciel toutes les quelques secondes. C'était la couverture parfaite. Selon le plan, un accident devait avoir lieu. Un incendie mineur dans une partie du musée éloignée de la pièce de Jabari, suffisant pour attirer les gardiens mais pas assez pour mettre le bâtiment en danger. Pendant ce temps, des complices devaient en venir libérer Jabari par une porte de service donnant sur une ruelle. Ce qui se passa exactement cette nuit-là reste entouré de mystères. Le lendemain matin, Charleston arriva au musée pour découvrir un chaos total. Une partie du musée avait effectivement brûlé, beaucoup plus que prévu. Les deux gardiens avaient été retrouvés inconscients, mais vivants dans la cour arrière, apparemment assommés, et Jabari avait disparu. La porte de sa pièce avait été défoncée de l'intérieur. Les barreaux de la fenêtre avaient été arrachés, pas sciés, comme si une force colossale les avait simplement tirés hors du mur.
Des traces de pas énormes, bien visibles dans la boue de la ruelle, menaient vers le sud avant de disparaître mystérieusement au bout d'une centaine de mètres. Charleston hurla à la police que son spécimen avait été volé. Il offrit une récompense de $500 pour la capture de Jabari. Des affiches furent placardées dans toute la ville. Recherché, géant africain nommé Jabari, plus de 8 pieds de hauteur, considéré comme potentiellement dangereux. Récompense offerte. Vous pensez que tout cela s'est vraiment passé? Que Jabari a réussi à s'échapper? Laissez vos théories en commentaire. Abonnez-vous et partagez cette histoire, car ce qui suit est encore plus incroyable. Mais malgré tous les efforts de recherche, malgré les patrouilles de police, malgré les témoignages de dizaines de personnes prétendant avoir vu un homme gigantesque dans tel ou tel quartier, Jabari ne fut jamais retrouvé. C'était comme s'il s'était évaporé. Dans les semaines qui suivirent la disparition, une série de témoignages étranges commença à affluer. Une famille de fermiers du comté de Chester, en Pennsylvanie rurale, rapporta avoir trouvé leur grange ouverte un matin fin septembre, avec des traces de pas géantes dans la poussière et une note rédigée dans un anglais approximatif. « Merci pour le pain et le lait. Que Dieu vous bénisse. » Ils n'avaient rien vu ni entendu pendant la nuit. Un conducteur de diligence sur la route vers le nord jura avoir vu, par une nuit de brouillard début octobre, une silhouette immense marchant le long de la route. « Jamais vu quelqu'un de cette taille », raconta-t-il au shérif local. Il marchait vite malgré sa taille. Quand j'ai ralenti pour lui proposer de monter, il a secoué la tête et a disparu dans les arbres. Un pasteur d'une église méthodiste africaine de Buffalo, près de la frontière canadienne, écrivit dans une lettre à un ami: « Nous avons reçu un visiteur inhabituel la semaine dernière, un homme d'une taille que je n'aurais jamais cru possible. Il est arrivé à notre porte un soir, épuisé et affamé. Nous l'avons nourri et lui avons donné un endroit pour dormir. Il est resté 3 jours, se cachant durant le jour, ne sortant que la nuit. Il ne nous a presque rien dit sur lui-même, seulement qu'il cherchait la liberté. Le 3e jour, il a disparu. Mais avant de partir, il a laissé tous les objets de valeur qu'il possédait, une petite sculpture en bois qu'il avait faite pendant son séjour, représentant un lion. Il a dit que c'était pour nos œuvres de charité. Ces témoignages, et des dizaines d'autres similaires, tracent un chemin hypothétique de Philadelphie vers la frontière canadienne. Mais étaient-ils fiables? Certains étaient clairement des fabrications de personnes espérant obtenir la récompense. D'autres semblaient sincères, mais pouvaient avoir vu d'autres personnes de grande taille, car Jabari n'était pas le seul géant en Amérique à cette époque. Pendant ce temps, Charleston développa une théorie différente, ou du moins c'est ce qu'il prétendait publiquement. Dans les journaux, il suggéra que Jabari n'avait pas pu survivre à une évasion. Avec sa condition médicale, déclarait-il au Philadelphia Inquirer, il ne peut pas survivre longtemps sans soins médicaux appropriés. Ses douleurs articulaires sont sévères. Il a besoin de nourriture en grande quantité. Un homme de sa taille ne peut pas passer inaperçu longtemps. Je crois malheureusement qu'il a probablement péri quelque part dans les bois. » Cette déclaration sonnait comme un vœu pieux de la part de Charleston, qui voyait son investissement s'envoler. Mais elle donna naissance à une autre série de rumeurs. Des chasseurs dans les forêts de Pennsylvanie rapportèrent avoir trouvé des camps de fortune inhabituels, des abris construits avec des branches énormes qu'aucun homme normal n'aurait pu déplacer, des restes de feux éteints, des traces suggérant qu'une personne de grande taille avait dormi là. En novembre 1869, un chasseur découvrit quelque chose de particulièrement troublant près de la rivière Susquehanna. C'était un vêtement déchiré, de taille extraordinaire, taché de ce qui semblait être du sang. Il le rapporta aux autorités et Charleston fut appelé pour l'identifier. « C'est le vêtement que portait Jabari lors de sa dernière exhibition », confirma-t-il. Le sang fut analysé par un médecin local qui conclut qu'il était probablement d'origine humaine, mais impossible de confirmer avec certitude. Charleston utilisa cette découverte pour clore définitivement l'affaire. « Jabari est mort », annonça-t-il publiquement.
Son corps a probablement été emporté par la rivière ou dévoré par les animaux sauvages. C'est une fin tragique, mais peut-être miséricordieuse étant donné les souffrances qu'il endurait. Il cessa de payer pour les recherches et retourna à ses autres entreprises commerciales. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1870, une lettre anonyme fut envoyée au professeur Bentley. L'enveloppe portait un cachet postal de Toronto, au Canada. À l'intérieur, un message bref, rédigé dans un français élégant. « Professeur, je voulais que vous sachiez que votre gentillesse n'a pas été vaine. Je suis vivant, je suis libre. Le voyage fut difficile au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, mais des âmes bonnes m'ont aidé tout au long du chemin. Je ne peux pas révéler où je suis exactement, car je crains toujours d'être traqué. Mais je voulais vous dire merci. Vous m'avez vu comme un homme quand d'autres ne voyaient qu'une curiosité. Cela m'a donné la force de continuer. J'ai trouvé une communauté ici qui m'accepte. Je vis tranquillement. Je ne chasse plus. Ma taille rend cela impossible sans attirer l'attention. Mais je vis, professeur. Je vis vraiment pour la première fois. Un jour peut-être, quand le monde aura oublié Jabari, le colosse d'Afrique, je pourrai raconter ma véritable histoire. Pour l'instant, je reste dans l'ombre. Que Dieu vous bénisse. J. Bentley garda cette lettre secrète jusqu'à sa mort en 1892. Elle fut trouvée parmi ses papiers personnels par sa fille, qui la publia dans un petit journal local de Boston, avec un article racontant l'histoire de Jabari telle que son père la lui avait racontée. Mais cette publication passa largement inaperçue, noyée dans les nouvelles de l'époque. Les années qui suivirent virent apparaître sporadiquement des mentions possibles de Jabari. En 1873, un journal d'Ottawa au Canada mentionna brièvement l'existence d'un homme de taille exceptionnelle vivant en ermite dans une cabane isolée près du lac Huron. Le journaliste qui écrivit l'article, un certain William Harrison, tenta d'interviewer cet homme mais fut poliment mais fermement éconduit. « Je vis en paix ici », lui aurait dit l'ermite. « C'est tout ce que je demande. » En 1875, une missionnaire œuvrant auprès des communautés autochtones du Nord canadien écrivit dans son journal avoir rencontré un homme noir d'une taille prodigieuse qui aidait une tribu Ojibwe à construire des structures pour l'hiver. Il ne parlait presque pas, nota-t-elle, mais son aide était inestimable. Les Ojibwe le traitaient avec un grand respect. Ils l'appelaient le grand marcheur, car il pouvait, disait-il, voyager en une journée ce que d'autres mettraient 3 jours à parcourir. Le dernier témoignage potentiel vient de 1876. Un trappeur français, descendant le long de la côte ouest après avoir traversé le Canada, mentionna dans une lettre à sa famille en France une rencontre étrange. « J'ai croisé dans les montagnes rocheuses un homme que je n'oublierai jamais. Un géant noir, vivant seul dans une cabane qu'il avait construite lui-même. Il m'a offert l'hospitalité pour la nuit pendant une tempête de neige. Nous avons peu parlé, car mon anglais est limité et il semblait préférer le silence. Mais j'ai remarqué qu'il gardait une petite sculpture en bois près de son lit. Un navire, peut-être en souvenir d'un voyage par mer. Au matin, quand je suis parti, il m'a donné des provisions pour la route et a dit simplement « Prenez soin de vous, ami ». C'était la première fois que quelqu'un m'appelait ami dans ce pays sauvage. Revenons maintenant à notre point de départ. Les photographies découvertes en 1887 dans les archives de l'hôpital psychiatrique où Pemberton avait été interné. Ces plaques photographiques, au nombre de 7, sont les seules images confirmées de Jabari qui ait survécu. Charleston avait fait détruire toutes les autres images après la disparition, craignant peut-être qu'elles ne servent de preuve contre lui si des accusations d'abus étaient portées. Les photographies montrent Jabari à différents stades de sa captivité. La première, datée de décembre 1868, montre un jeune homme debout contre un mur marqué de mesures. Malgré sa taille extraordinaire et ses traits élargis par l'acromégalie, on peut voir dans ses yeux une lueur d'espoir.
Peut-être croyait-il encore à ce moment-là qu'il recevrait le traitement promis. La deuxième photo, de janvier 1869, montre le même homme, mais quelque chose a changé. Ses yeux sont plus durs, plus méfiants. Il a compris. Les photos suivantes documentent sa dégradation progressive. On le voit sur une estrade, exhibé. On le voit dans le laboratoire de Pemberton, entouré d'instruments médicaux. Sur l'une d'elles, on peut distinguer des bandages sur son avant-bras, là où Pemberton avait prélevé des échantillons osseux. Mais c'est la dernière photo qui est la plus troublante. Datée du 15 mars 1870, 6 mois après la disparition supposée de Jabari, elle montre quelque chose. L'image est floue, prise apparemment à la hâte. On distingue une silhouette massive dans ce qui semble être les bois. La silhouette est tournée à moitié, comme si elle venait juste de remarquer le photographe. Même floue, on reconnaît la taille exceptionnelle. Au dos de cette photo, en plus de l'inscription mentionnée au début, il y a autre chose. Un ensemble de coordonnées géographiques griffonnées à la main, et un seul mot, liberté. L'anthropologue amateur qui découvrit ces photos, un certain docteur Marcus Whitfield, à ne pas confondre avec les noms interdits, ce Whitfield était un véritable historien du XIXe siècle, passa les 10 années suivantes à essayer de reconstituer l'histoire de Jabari. Il parcourut les archives, interrogea les descendants des personnes impliquées, suivit chaque piste possible. Ces notes, conservées à la Société historique de Pennsylvanie, révèlent une obsession croissante. Plus je cherche, écrivit-il en 1893, plus l'histoire devient étrange. Les documents ont été systématiquement détruits ou altérés. Les témoins clés sont tous morts dans des circonstances qui, prises individuellement, semblent naturelles, mais qui, vues ensemble, forment un motif troublant. C'est comme si quelqu'un, ou plusieurs personnes, avaient orchestré un effacement systématique de toute preuve de l'existence de Jabari. Mais pourquoi et qui? Whitfield développa plusieurs théories. La première. Jabari était effectivement mort peu après son évasion, et Charleston, par culpabilité ou par peur des conséquences légales, avait orchestré la destruction des preuves. La deuxième, Jabari avait survécu et s'était échappé au Canada, et un réseau de complices avait activement travaillé à effacer ses traces pour le protéger. La troisième théorie, la plus troublante, était que Jabari était toujours vivant en 1887, caché quelque part, et qu'il effaçait lui-même les preuves de son passé, éliminant toute possibilité d'être retrouvé. Cette dernière théorie était basée sur une observation curieuse. Whitfield avait noté que plusieurs des accidents mystérieux touchant les personnes liées à l'affaire Jabari s'étaient produits alors que ces personnes s'apprêtaient à parler publiquement de ce qu'elles savaient. Le journaliste qui allait publier une série d'articles sur les abus dans les Dim Museum, mort d'une chute d'escalier la veille de la publication. Un ancien employé de Charleston qui voulait témoigner devant un comité d'enquête sur l'exploitation humaine, disparu sans trace. Un médecin qui avait assisté aux expériences de Pemberton et qui, pris de remords sur son lit de mort, voulait confesser, décédé subitement avant de pouvoir dicter ses mémoires. Est-il possible, se demandait Whitfield dans une note privée, qu'un homme, même d'une force et d'une intelligence extraordinaire, puisse orchestrer une telle série d'éliminations depuis les ombres? Ou suis-je simplement en train de voir des connexions là où il n'y a que des coïncidences? En 1896, Whitfield entreprit une dernière expédition. Basée sur les coordonnées trouvées au dos de la photo finale et sur les différents témoignages qu'il avait collectés, il était convaincu que Jabari, s'il avait survécu, s'était établi quelque part dans le nord-ouest canadien, dans une région alors très peu peuplée. Il partit en mai avec un guide et des provisions pour 3 mois. Son journal de cette expédition, retrouvé intact parmi ses affaires, décrit un voyage éprouvant à travers des territoires sauvages. Pendant des semaines, ils ne trouvèrent rien. Puis, fin juin, une découverte. 27 juin 1896. Nous avons trouvé quelque chose aujourd'hui, une cabane abandonnée dans une clairière isolée. La construction est remarquable.
Les rondins utilisés sont massifs, bien plus gros que ce qu'un homme normal pourrait manipuler. À l'intérieur, des meubles fabriqués à une échelle inhabituelle. Un lit de près de 3 mètres de long. Une table, dont le plateau arrive à hauteur de poitrine pour moi. Des outils suspendus au mur, tous de taille excessive. Et sur une étagère, une série de sculptures en bois d'une finesse extraordinaire. Des animaux, des scènes de chasse et un lion magnifique qui semble rugir dans la forêt. Mon guide, un cri qui connaît bien ses territoires, m'a dit qu'il avait entendu parler de cette cabane. Les anciens de sa tribu parlent d'un géant bienveillant qui vivait ici, qui aidait ceux qui en avaient trop besoin, mais qui préférait la solitude. Ils disent qu'il est parti il y a environ 5 ans, vers l'ouest, cherchant une solitude encore plus grande. Personne ne l'a revu depuis. Whitfield continua son voyage vers l'ouest, mais ne trouva rien de plus. Les pistes s'arrêtèrent là. Il rentra à Philadelphie en septembre, convaincu que Jabari avait effectivement survécu et vécu libre pendant des décennies, mais qu'il était probablement mort maintenant, soit de cause naturelle, soit des complications de sa condition médicale qui, non traitées, auraient inévitablement raccourci sa vie. Whitfield mourut en 1902, emportant avec lui ses questions sans réponse. Ses recherches furent archivées et oubliées pendant des décennies. Ce n'est que dans les années 1960, lorsqu'un historien spécialisé dans l'histoire afro-américaine tomba sur ses notes, que l'histoire de Jabari ressurgit brièvement. Cet historien, le docteur Robert Johnson, publia un article académique en 1968, exactement 100 ans après l'arrivée de Jabari en Amérique. L'article s'intitulait « Jabari, un cas oublié d'exploitation médicale et humaine dans l'Amérique post-bellum ». Il attira peu d'attention à l'époque, noyé dans les turbulences sociales de la fin des années 60. Mais Johnson fit une dernière découverte troublante qu'il ne put jamais expliquer. En 1970, il reçut une lettre anonyme. Elle avait été postée de Vancouver, au Canada. La lettre était brève. « Dr Johnson, j'ai lu votre article avec beaucoup d'intérêt. Vous vous approchez de la vérité, mais vous n'êtes pas tout à fait là. Jabari n'a pas seulement survécu, il a prospéré à sa manière. Il a vécu longtemps, beaucoup plus longtemps que les médecins ne l'auraient prédit. Il a trouvé sa paix dans la solitude et la nature. Il a aidé ceux qui en avaient besoin. Il est resté caché, mais jamais brisé. Comment je le sais ? Disons simplement que certaines histoires se transmettent de génération en génération, dans certaines familles, dans certaines communautés. Des histoires de gentillesse dans les endroits les plus reculés. Des histoires d'un homme qui avait toutes les raisons de haïr l'humanité, mais qui choisit plutôt la compassion. Continuez votre travail, docteur. Ces histoires doivent être racontées. Mais n'essayez pas de nous trouver. Certains secrets sont destinés à rester enterrés. Un ami de Jabari. Johnson essaya de retracer l'origine de la lettre, mais sans succès. Il continua ses recherches pendant quelques années, mais ne trouva rien de plus. L'histoire de Jabari restait un mystère, suspendu entre le documenté et le légendaire, entre l'horreur vérifiable et l'espoir invérifiable. Alors, que s'est-il vraiment passé? Jabari a-t-il existé? Les preuves sont contradictoires et fragmentaires. Les photographies existent, je les ai vues de mes propres yeux dans les archives. Les documents médicaux de Pemberton existent également, bien que partiellement détruits. Les articles de journaux mentionnant les exhibitions sont dans les microfilms des bibliothèques publiques. Mais l'homme lui-même, sa vie après l'évasion, sa mort éventuelle, tout cela reste dans le domaine du spéculatif. Peut-être est-il mort rapidement, succombant à sa condition ou aux éléments. Peut-être a-t-il vécu des décennies, caché dans les immensités canadiennes, trouvant finalement la paix qui lui avait été refusée en Amérique. Peut-être même, et c'est la possibilité la plus troublante, a-t-il survécu bien plus longtemps que quiconque ne l'aurait imaginé, sa condition médicale étrange lui conférant une longévité inhabituelle. Il y a quelques années, en 2015, un groupe de randonneurs dans les montagnes rocheuses canadiennes a découvert les restes d'une très vieille cabane. À l'intérieur, ils ont trouvé un squelette humain. La police scientifique
appelé sur place, a déterminé que les restes appartenaient à un homme extraordinairement grand, au moins 2,40 m selon les os longs. L'âge des restes était difficile à établir avec précision, mais il datait certainement de plusieurs décennies, peut-être un siècle ou plus. Aucune identification n'a été possible. Les restes ont été transférés à un musée universitaire où ils sont étudiés encore aujourd'hui. Est-ce Jabari? Personne ne peut le dire avec certitude. Les tests ADN ne révèlent qu'une chose. L'homme était d'origine africaine subsaharienne, mais cela ne prouve rien. Il aurait pu être n'importe qui. Ce que nous savons, c'est que l'histoire de Jabari, qu'elle soit complètement vraie, partiellement vraie, ou magnifiée par le temps et la distance, nous parle de quelque chose de profondément troublant sur notre passé. Elle nous rappelle une époque où des êtres humains étaient exhibés comme des curiosités, où la différence physique était vue non comme une simple variation, mais comme une marchandise à exploiter. Elle nous montre comment la science, dépourvue d'éthique, peut devenir aussi cruelle que n'importe quelle forme de torture. Mais peut-être, juste peut-être, l'histoire nous offre aussi un rayon d'espoir. Car si Jabari a vraiment réussi à s'échapper, à survivre, à trouver la liberté, alors son histoire devient celle d'un triomphe de l'esprit humain face à l'oppression la plus déshumanisante. Elle devient l'histoire d'un homme qui a refusé d'être réduit à sa condition physique, qui a maintenu sa dignité face à ceux qui voulaient la lui arracher, et qui a finalement choisi son propre destin. Les photographies de 1887 sont toujours dans les archives de la Société historique de Pennsylvanie. Vous pouvez les demander à voir, si vous le souhaitez. Regardez-les. Regardez dans les yeux de Jabari sur ces vieilles plaques de verre. Et demandez-vous, que voyez-vous? Un spécimen? Une curiosité? Ou un homme? Un homme qui a vécu l'enfer et qui a peut-être, contre toute attente, trouvé sa liberté. L'histoire de Jabari est terminée, mais les questions restent. Qu'en pensez-vous? A-t-il vraiment existé? A-t-il survécu? Dites-moi dans les commentaires ce que vous croyez. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits oubliés de notre passé troublant. Et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, croient que certaines histoires, même les plus sombres, méritent d'être racontées. Car c'est en se souvenant que nous nous assurons que de telles horreurs ne se reproduiront jamais. Dans les archives poussiéreuses, entre les documents jaunis et les photographies fissurées, l'histoire de Jabari nous attend. Elle attend que quelqu'un pose les bonnes questions. Elle attend qu'on lui rende justice. Et peut-être, quelque part dans une forêt reculée du Canada, sous un monticule de terre recouvert de mousse, Jabari attend aussi. Attend que son histoire soit enfin racontée complètement, honnêtement, avec toute la compassion qu'on lui a refusée de son vivant. Était-il réel? Je vous laisse décider. Mais rappelez-vous, les monstres de cette histoire n'étaient pas le géant africain. Les vrais monstres portaient des habits respectables et parlaient le langage de la science et du progrès. Et c'est peut-être la leçon la plus terrifiante de toutes.